Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en histoire des idées politiques. Aujourd'hui, nous allons parler de Sénèque. Sénèque, ce célèbre philosophe stoïcien, le plus connu. Sénèque, philosophe stoïcien du 1er siècle après notre ère, et conseiller de Néron, occupe une place centrale dans l'histoire des idées politiques. Il propose notamment dans De Clementia une tentative de légitimation du principat romain en conciliant pouvoir monarchique et exigence morale héritée du stoïcisme. Partant du constat de l'inéluctabilité d'un pouvoir personnel à la tête de l'Empire, il ne cherche pas à en contester le principe, mais à en encadrer l'exercice en définissant la figure du bon prince, conçu non comme un maître absolu, mais comme un tuteur du peuple, chargé d'agir dans l'intérêt général et de se soumettre à la fois à la loi positive et à la loi morale. Cette réflexion s'inscrit dans l'héritage du modèle augustéen d'une diarchie entre le prince et le Sénat, bien que Sénèque lui-même révèle implicitement le caractère fictif de cet équilibre, l'ensemble du pouvoir procédant en réalité de la volonté impériale. Dès lors, la limitation du pouvoir ne repose plus sur des mécanismes institutionnels, mais sur l'intériorisation par le souverain des vertus stoïciennes, notamment la clémence, la justice et la maîtrise de soi, ce qui revient à faire de la morale individuelle du prince le principal garant du bon gouvernement. Cette approche marque un tournant majeur dans la pensée politique romaine, en substituant à l'idéal républicain d'équilibre des pouvoirs une conception éthique du prince ou du pouvoir fondée sur l'exemplarité du gouvernant, tout en révélant la fragilité d'un système reposant sur un tel postulat, comme en témoignent les critiques ultérieures des empereurs tyranniques et le désenchantement exprimé par des auteurs tels que Tacite. Sénèque n'appliquait pas vraiment ces principes. Il a accumulé richesse et influence. Il vient d'une famille aristocrate provinciale romaine. Il pratique l'ascétisme, qui est la maîtrise de soi et la résistance. À sa vingtaine, il a une maladie respiratoire qui lui est reconnue. Cela met fin à sa carrière politique. Il part donc en Égypte sur le conseil de ses médecins. Au milieu de la trentaine, il rentre à Rome, où il devient de plus en plus influent en politique. Mais Sénèque profite du système. Il est impliqué dans le pouvoir impérial. Il ferme les yeux sur certaines violences de Néron. Il cautionne un régime violent. Sous le règne de Claude, Sénèque est exilé en Corse, sur l'initiative de l'impératrice Messaline. Cette période constitue un temps d'ennui et d'abaissement moral, durant lequel il recourt à des écrits flatteurs adressés au pouvoir impérial, dans l'unique but d'obtenir son rappel à Rome. Il est finalement rappelé en 49 après Jésus-Christ par Agrippine la jeune, mère de Néron, afin de devenir le précepteur du jeune prince, puis son principal conseiller politique. Devenu l'un des hommes les plus influents du régime, Sénèque accompagne les débuts du règne de Néron et participe étroitement à l'exercice du pouvoir. À la mort de Claude, survenue le 13 octobre 54 après notre ère, Sénèque rédige l'Apocolocyntosis, également appelée Métamorphose en courge de Claude. Alors que les empereurs étaient traditionnellement divinisés après leur mort, Sénèque tourne en dérision cette apothéose, en affirmant que Claude ne fut pas transformé en dieu, mais en courge, en raison de sa sottise. Cette satire, c'est une critique mordante du pouvoir impérial, rendue possible par le changement de règne.
en 59 après Jésus-Christ, Agrippine est assassinée par son fils, Néron. Sénèque rédige l'ouvrage De Clementia à destination de Néron, sous la forme d'un véritable traité de philosophie politique. Ce livre, destiné à Néron avant sa tyrannie, développe la vertu de la clémence, qualité essentielle à un souverain. Était-il naïf? Sénèque avait-il découvert la cruauté de Néron? Diderot dit plus tard que ce n'est qu'à un tigre que l'on dit ne soyez pas un tigre. Ce n'est qu'à un tigre que l'on dit ne soyez pas un tigre. Dans ce livre, Sénèque trace le portrait du bon César, défini comme celui qui gouverne dans l'intérêt de ses sujets et non dans son intérêt personnel. La clémence y est présentée comme une vertu politique centrale, spécifiquement romaine, définie comme un penchant de l'âme à la douceur lorsqu'il s'agit de punir. Pour Sénèque, le bon empereur est celui qui maîtrise ses passions, évite la cruauté et agit selon la justice et le bien commun. Il illustre cette vertu par des comparaisons concrètes telles que celle du médecin qui soigne sans nuire ou celle du père qui corrige ses enfants avec mesure. Cette conception humaniste du pouvoir impérial vise à moraliser la monarchie sans en remettre en cause le principe, révélant la tentative de conciliation entre stoïcisme, autorité impériale et stabilité politique. Sénèque délivre une leçon solennelle de bon gouvernement qui contient une véritable théorie du pouvoir, puisque selon lui, l'exercice de l'autorité politique doit être fondé sur la clémence, qui ne doit pas être considérée comme une faiblesse, mais comme une vertu souveraine. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles le prince doit être clément, et part du constat que nul n'est parfait, puisque tous les hommes ont péché. Un État parfaitement juste devrait punir sans relâche. De même, si les dieux exerçaient une justice absolue, ils devraient châtier continuellement les fautes humaines. Sénèque observe toutefois que les dieux ne punissent pas sans cesse les hommes. Ils ne secouent pas incessamment la terre pour punir toutes les fautes des hommes. Le calme du monde est ainsi interprété comme le signe de la clémence divine. Si les dieux sont cléments, c'est parce que la clémence est la marque de leur supériorité. Dès lors, le gouvernement humain doit imiter le gouvernement divin. Être clément, c'est gouverner en supérieur. Sénèque affirme ainsi que sauver est le propre de la grandeur souveraine, faisant du droit de grâce l'expression la plus haute de la majesté du pouvoir. Sénèque soutient qu'un châtiment implacable n'éradique pas le mal, mais contribue à l'étendre. Une répression trop sévère engendre le désespoir et nourrit la révolte. Il admet donc qu'une part de mal doit nécessairement demeurer impunie dans toute société. Cette idée est résumée par une formule célèbre. La multitude des supplices déshonore tout autant le prince que la multitude des enterrements déshonore un médecin. L'exercice du pouvoir ne relève pas d'une logique punitive absolue, mais d'un art à mesurer de la clémence. La clémence définie par Sénèque se distingue nettement de la clémence biblique et du pardon chrétien. Elle ne repose ni sur la compassion ni sur l'émotion, mais sur la maîtrise de soi, puisque Sénèque rejette l'âme brisée et le pathos du pardon. Selon lui, le prince ne pleure pas. Le pardon fondé sur la pitié est perçu comme un affaiblissement de l'âme, un excès qui constitue un vice plutôt qu'une vertu. Pour Sénèque, le pardon et la compassion relèvent d'une perte de maîtrise personnelle et ne conviennent pas à l'exercice du pouvoir souverain. Cette conception s'éloigne radicalement de la vision chrétienne, dans laquelle l'émotion et le repentir ont une valeur morale, comme l'exprime le pardon de Lazare ou le psaume 51, affirmant que d'un cœur brisé, Dieu n'a pas de mépris. La clémence sénécienne repose au contraire sur l'absence d'émotion et la supériorité morale du prince. Elle constitue l'un des fondements théoriques de l'absolutisme. Selon Sénèque, le prince doit prendre l'initiative de l'arrêt des violences afin de briser le cycle des vengeances privées et de maintenir l'ordre public. Lui seul peut être clément, précisément parce qu'il se situe au-dessus des lois. À ce titre, il est le seul à pouvoir se permettre de ne pas être strictement juste, c'est-à-dire de ne pas appliquer mécaniquement le principe consistant à rendre à chacun le sien.
La justice pénale repose en effet sur un équilibre entre la gravité du crime et la peine encourue, tandis que la clémence permet de suspendre cet automatisme au profit de la stabilité politique. En démontrant l'importance politique de la clémence, Sénèque justifie la monocratie comme forme de gouvernement apte à assurer la survie de l'État, à un moment où le pouvoir personnel se renforce à Rome. Dès lors, le choix du prince devient déterminant. Celui-ci doit être doté de qualités morales exceptionnelles, seul capable de contenir les excès du pouvoir et de garantir la grandeur de l'Empire. La stabilité du régime repose ainsi moins sur des mécanismes institutionnels que sur la vertu personnelle du souverain. Dans l'exercice de la monocratie, Sénèque recourt à des flatteries appuyées, explicables par sa proximité avec Néron. Cette flatterie constitue une véritable stratégie, puisqu'elle permet de capter l'attention du prince et de faire entendre un discours normatif sur le bon usage du pouvoir. Sénèque compare ainsi Néron à un astre qui se lève et illumine l'Empire. Toutefois, cette flatterie est tempérée par une exigence essentielle. Être au-dessus des lois impose au prince de les respecter, afin de les faire triompher et d'offrir aux sujets la garantie de leur protection. Pour expliciter cette idée, Sénèque recourt à des comparaisons concrètes. Il assimile notamment l'Empire à un essaim d'abeilles. Lorsque la reine disparaît, l'essaim se désorganise et périt. Cette métaphore souligne le rôle central du prince dans la cohésion politique, mais aussi elle exprime que la dépendance de l'ordre collectif à la conduite morale du souverain est nécessaire. Les écrits et les conseils de Sénèque influencent profondément les débuts du règne de Néron, notamment durant ses 5 premières années, qui sont considérées d'ailleurs traditionnellement comme une période de gouvernement modéré. Progressivement, toutefois, Sénèque perd son influence politique. Il s'éloigne de la cour et se retire sur ses terres où il se consacre à l'écriture, à la philosophie, à une pratique plus rigoureuse du stoïcisme. Ses œuvres acquièrent alors une renommée croissante. Mais par jalousie à l'égard de la gloire, des richesses et de l'autorité morale de Sénèque, Néron finit par le condamner à se donner la mort. Mais peu avant, Sénèque avait déjà travaillé sur son attitude face à la mort. On dit même qu'il s'y était préparé. En effet, en 65, Néron ordonne à Sénèque son suicide. Alors Sénèque se rate une première fois. On dit qu'il essaya de se couper les veines, mais qu'il était trop vieux et que le sang ne coulait pas suffisamment. Il a donc essayé une deuxième fois en tentant de s'empoisonner à la ciguë, comme l'avait fait Socrate, afin de mourir de manière philosophique, mais il se rata une seconde fois. On dit que Sénèque est mort philosophiquement dans le stoïcisme de manière symbolique, et pourtant il est mort de la maladie qu'il avait, sa détresse respiratoire, puisqu'il demanda à des esclaves de le mettre dans un bain suffisamment chaud pour qu'il meure asphyxié. Sénèque avait un régime alimentaire très strict. Bien qu'il avait ce régime alimentaire parce qu'il était stoïcien, c'était aussi parce qu'il avait peur de se faire empoisonner. Il mangeait globalement du pain et des fruits, et c'est tout. Et c'est ça qui lui a permis de ne pas se faire empoisonner finalement pendant tout ce temps, jusqu'à ce que Néron lui ordonne son suicide. Mais Sénèque n'était pas vraiment le stoïcien dont on parlait, puisque comme on l'a dit, il n'appliquait pas vraiment ses principes. Néron donnait énormément d'argent à Sénèque, qui s'enrichissait énormément avant sa mort. Sénèque pratiquait aussi l'usure. Il faisait des prêts à la population et demandait à se faire rembourser avec un taux d'intérêt très élevé. Sénèque était aussi dramaturge. Il a écrit des œuvres comme Phèdre et Médée. Il a écrit aussi les lettres à Lucilius. Et c'est pendant cette période où il écrit les lettres à Lucilius que Sénèque s'était isolé de peur d'être tué par Néron. Il apprend à mourir, on disait.
Avant sa mort, pourtant, il avait proposé à Néron de rendre sa fortune pour quitter Rome et philosopher, mais Néron a refusé avant de lui ordonner son suicide. La mort de Sénèque est rapportée par Tacite, qui écrit « À qui la cruauté de Néron était-elle inconnue ? Il ne lui restait rien d'autre à ajouter après le meurtre de sa mère, de son frère, que la mort de celui qui l'avait éduqué et instruit. » Si Tacite tend parfois à accentuer les traits de Néron dans ses récits, son témoignage met néanmoins en lumière les violences exercées par Néron, d'abord contre sa propre famille, puis contre le peuple romain. Je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo sur Sénèque. À bientôt!